Bonjour à tous, bonjour Camille. Bonjour Jérôme. Donc je suis avec Camille Laroche-Sicot, qui est la fondatrice de l'agence Les Léonards, une agence de transformation au travail. Et c'est notamment grâce à ton agence et à toi du coup que j'interviens régulièrement en université pour les Google Ateliers numériques. Parce que oui, tu travailles avec des grandes marques comme Google, comme Kenzo. Tu les accompagnes justement sur des projets innovants et qui touchent assez régulièrement aux soft skills. Est-ce que je t'ai bien présenté? J'imagine que Bien. je suis passé sur les grandes lignes, mais il y a plein d'autres éléments que tu pourrais compléter. Ouais, oui, tu as tout à fait bien présenté. Donc oui, je suis la cofondatrice des Léonards, qui est un collectif pluridisciplinaire d'indépendants. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner les transformations au travail. Donc comment on fait ça sur trois volets, individuels, collectifs ou organisationnels. Et à titre d'exemple, on va par exemple aider des personnes à améliorer leur employabilité, soit en développant des compétences digitales, soit en développant leurs soft skills. Et au niveau du collectif ou de l'organisation, on va accompagner des projets d'innovation, on va accompagner des équipes à mieux communiquer, à se mettre en place des process pour traiter l'information et pour la diffuser aux bonnes personnes. On a aussi des programmes sur l'art de la décision, l'art de la réunion. Donc on va vraiment accompagner les équipes vers plus de performance en plaçant l'humain au centre. Et c'est pour ça que j'ai pensé directement à toi pour ces Soft Skills Days et pour le Soft Skills Magazine, notamment sur cette dimension efficacité et organisation. Parce que c'est vrai qu'en travaillant avec les Léonards, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à travailler avec la suite Google. J'ai trouvé plein de manières de faire, hyper Ouais. puissantes. Une manière aussi, une vraie manière de structurer ses documents, structurer ses emails. Enfin voilà, j'ai appris énormément de choses en travaillant avec toi, du coup. Donc merci. Merci encore par rapport à tout ça. Et justement, dans cette interview, on va parler de plusieurs choses et notamment d'intelligence émotionnelle. Parce que c'est vrai qu'au-delà des outils, au-delà de la capacité à s'organiser, etc., il y a aussi toute cette dimension, mieux se connaître et travailler avec les émotions. Parce que tu disais, voilà, tout ça, tout ce que tu fais, c'est autour de l'humain. Et l'humain, c'est aussi des émotions. Complètement. C'est ça. En fait, moi, au sein du collectif, j'ai trois casquettes. Celle d'être directrice de projet, Mm. donc faire travailler les gens ensemble autour d'un projet, mais également celle d'être ingénieur pédagogique, donc essayer de penser la meilleure pédagogie au service d'un objectif. Et la troisième, c'est d'être coach en intelligence émotionnelle. Donc, on Mm. va effectivement parler de ça. Est-ce que tu veux que je commence euh, Déjà, oui, c'est-à-dire que quand on veut parler de tout ça, par quoi il faut commencer en fait? Si on se dit, voilà, moi j'ai envie d'être plus performant, plus efficace, mais en même temps intégrer dans toute cette équation la dimension intelligence et bien-être, par quoi je commence? Ok. Alors, pour moi, par quoi on commence, c'est se connaître. Alors l'idée, c'est pas de philosopher et répondre à la grande question qui es-tu. Cependant, ce que je constate en entreprise et auprès des entrepreneurs que j'accompagne, c'est que beaucoup se perdent en chemin ou font des burn-out, ou alors ils ont des mauvaises relations au travail, des incompréhensions au travail, ils gèrent mal leur temps. Beaucoup des problèmes viennent du fait qu'ils se connaissent mal. Donc, se connaître, c'est quoi? C'est connaître ses compétences principales. Pour ça, on peut utiliser des outils, donc comme l'intelligence émotionnelle, le EQI, ou comme le MBTI, comme l'exercice du best self. Ce sont des outils de connaissance de soi qui vont permettre de reprendre confiance en soi, savoir là où on est bon, savoir là où on a besoin d'aide, déjà, premier point. Et le deuxième, ce que j'appelle la connaissance de soi, c'est aussi savoir se ménager, savoir prendre du temps pour se ressourcer. Euh, J'accompagne beaucoup de gens qui investissent beaucoup de temps, d'énergie pour leur travail et ils en oublient le principal, à savoir dormir de manière régulière. Ouais. Et ça me paraît important de le rappeler. Donc dormir et également identifier les activités qui nous font vraiment du bien, euh, pendant lesquelles ou après lesquelles on se sent mieux, on se sent ressourcé, ça nous a rechargé notre énergie, on est prêt à affronter les prochaines batailles. Et ça, c'est essentiel. Combien de gens ne mettent pas dans leur agenda ce genre d'activité? Donc déjà, ça pour moi, c'est le premier point et ça sert à rien d'écouter le reste de la conférence si déjà on fait pas ça.
Voilà. Tu veux Et dire justement, oui, avant d'aller sur le deuxième point, parce que ouais. moi, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais que tu rebondisses. Parce que tu as cité donc, des outils, alors j'imagine assez complexes, ou en tout cas, on ne pourra pas en parler en détail dans cette interview, comme le MBTI, par exemple. Mais tu as parlé du best self, qui est en fait un exercice que l'on fait faire aux étudiants Mm, lors des ateliers Google numérique. Est-ce que mm. tu pourrais voilà, donner un petit aperçu de cet exercice aux personnes qui nous écoutent, parce que je trouve que c'est suffisamment simple et efficace pour déjà avoir, à l'issue de cette interview, déjà un petit aperçu de connaissance de soi-même. Tout à fait. Déjà, le BELSEF, il existe parce qu'il part du principe que on ne peut pas être jugé parti et que quand on pense à nous-mêmes, on est forcément subjectif. Donc l'idée, c'est d'aller chercher de l'objectivité et plutôt sur nos forces. Donc on va demander à plusieurs personnes issues de différents cercles, donc la famille, les amis et les contacts professionnels. Et on va leur poser deux questions très simples. Qui suis-je selon toi quand je suis au top de ma forme? Donc, qui suis-je selon toi quand je suis au top de ma forme? Et pourquoi as-tu confiance en moi? Et en fait, ça, on va récolter les réponses. Donc, la première partie, on récolte les réponses. Déjà, ça fait plaisir. Ça fait du... Oui. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'estime de soi, c'est un réservoir qui s'épuise et qu'il faut régulièrement le nourrir. Donc, ça, c'est un très bon exercice pour nourrir son réservoir d'estime de soi. Donc, à faire en cas de coup de mou, hein, et dans une démarche de connaissance. Et donc, on va récolter ces réponses et de ces réponses, on va constituer une synthèse. Donc, le travail de synthèse et d'écriture de cette synthèse va nous permettre d'ancrer et de mieux incarner ces points positifs. Et moi, je sais que je l'avais fait donc à l'époque aussi où j'étais étudiante, mais je le recommande dans beaucoup de personnes beaucoup plus âgées que j'accompagne et qui n'ont jamais fait ce genre d'exercice. Donc, c'est pas une question d'âge, hein, faut le faire à tout âge. Et donc, moi, je sais que j'avais découvert que j'étais fédératrice. Je suis sûre que j'aurais mis beaucoup plus d'années à le découvrir si j'avais pas fait cet exercice. Et je n'avais pas du tout vu que j'avais cette capacité. Alors que pourtant, quand on y pense après coup, ça devient évident en fait. Moi, j'ai fait Oui. cet exercice-là avec, et c'était assez perturbant parce que ça, c'est un exercice qu'on peut faire généralement avec WhatsApp, mail, on envoie des messages et les gens prennent le temps de répondre et vous envoient par écrit du coup les réponses. Donc c'est assez flexible comme manière de procéder, mais c'est encore plus puissant et déstabilisant quand on le fait en live. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'étais en formation et il y avait un formateur qu'on avait recruté, il s'appelle Nico Pen, qui était venu animer une formation justement sur la connaissance de soi. Et il disait, on va faire un test tout de suite. Donc, prenez Jérôme ici et vous allez lui lancer comme ça des mots-clés qui viennent à l'esprit sur les forces que Jérôme vous inspire. Donc, moi, j'étais là comme ça, je fais OK. Donc, c'était bien, c'est on va dire qu'il a biaisé quand même l'exercice vers les forces. Hein, c'était pas tous les mots-clés et que, justement, l'idée, comme tu dis, c'est de nourrir aussi son estime de soi. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas demander mes pires défauts. Ce n'est pas forcément l'intention de l'exercice. Et c'est vrai que j'ai eu plein de mots-clés comme ça. Donc, c'était assez intéressant émotionnellement à vivre. Et j'ai découvert que l'une de mes forces qu'on percevait, parce que du coup, c'est ça, en fait, c'est des forces qu'on perçoit de l'extérieur chez soi, c'était la capacité à organiser. Et en fait, sur le coup, je dis, ah bon, pourtant, je pensais que c'était un effort pour moi et tout ça. Et en fait, depuis que j'ai pris conscience de cette force, grâce à ça, eh bien, je commence toujours mes projets avec cette force-là, parce que je sais que tout le reste sera plus simple. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Et c'est vrai que, quelque part, la connaissance de soi, c'est quelque chose de très pragmatique, en fait. Comme tu dis, ce n'est pas que de la philo, mais c'est derrière un moyen, ensuite, d'activer des forces pour que on soit plus efficace. Exactement, et se placer au bon endroit dans une équipe en fait. Maintenant que Mmh. tu sais que tu as la capacité à organiser, tu peux prendre les devants là-dessus, dire écoutez, moi je peux le faire, Mmh. c'est une de mes forces, et le faire correctement. Et être reconnu comme tel dans ton équipe projet ou autre. De la même manière que mon côté fédératrice, je sais qu'il vient d'une capacité à porter une vision, à m'exprimer de manière claire, etc. Donc je vais être au début des projets un élément essentiel.
Mhm. Donc voilà, jouer jeu, hein, vous avez bien noté. Tiens, tu peux rappeler les 2 questions que les personnes doivent envoyer? Oui. Euh, qui suis-je quand je suis au top de ma forme selon toi? Mhm. Et pour quelle raison me fais-tu confiance? En quoi as-tu confiance en moi? Ok. Voilà, jouer jeu. Notez bien ces 2 questions. Je vais les rappeler en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les copier-coller si vous voulez simplement les envoyer par Facebook Messenger, WhatsApp ou mail, peu importe. Mais envoyez ça au minimum, au minimum 5 personnes, je pense. Ouais. Ouais, Ah non, ouais, minimum 5. L'idée, c'est d'en obtenir au moins 5, donc faites 10. ouais, Parce qu'il y en a toujours qui vont prendre cet exercice très au sérieux et mettre une semaine à vous répondre ouais. pour vous répondre le plus rapidement possible. Donc, faites-le auprès du plus de monde possible. Et ce que je rajouterais sur cet exercice, c'est qu'il permet aussi de travailler une soft skill, qui est son rapport à l'échec et à la vulnérabilité. Mm, C'est facile pour personne d'envoyer ces questions. mhm. Pour qui les autres, tout de suite on pense au regard des autres, au jugement, pour qui ils vont me prendre. Je demande que le positif. C'est pas très français de faire ça. Nous, on est très critique sur. On identifie très bien nos axes d'amélioration, mais on est beaucoup plus humble et discret sur nos forces. Alors que ça peut être l'inverse dans une culture anglo-saxonne, par exemple. Euh, donc déjà, rien qu'en faisant ça, vous travaillez une soft skill, qui est le fait d'être vulnérable, de faire quelque chose qui nous fait un peu peur, qui nous stresse un peu. Et l'humilité aussi, parce que quelque part, on part du principe qu'on ne sait pas tout et qu'on se Oui, repose sur les autres aussi pour mieux connaître et se connaître. oui, Et l'humilité, c'est pas se rabaisser, c'est aussi connaître sa valeur. Et du coup, ça contribue aussi à mieux se connaître, à mieux connaître sa valeur grâce à cet exercice-là. Donc, je trouve que ça travaille pas mal aussi l'humilité finalement. exactement. Donc ça, c'est le B à bas. Ouais. Se connaître de l'intelligence de soi, enfin de l'intelligence émotionnelle et de la connaissance de soi. Maintenant, l'autre et le dernier point dans cette catégorie-là, c'est prendre du plaisir à Oui. travailler. Être capable d'identifier les tâches que j'aime faire, les moments qui me font plaisir, euh, et d'y faire attention pour, être pleinement présent à ces moments-là, euh, et deux, en fait, organiser son travail au mieux en fonction de ça. Éviter, en fait, très vite, moi je le constate avec les entrepreneurs, mais aussi certains employés, ils disent oui à différents projets, oui, 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 parce qu'ils sont poussés par exemple par la curiosité, et très vite ils se retrouvent avec un agenda dans lequel ils n'aiment plus rien, tout leur coûte, euh, et du coup maintenir une motivation et une endurance dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Mhm. Donc être capable d'identifier des activités qui nous font plaisir dans notre travail. Et comment on fait ça, par exemple? Parce que toi, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour intégrer plus de plaisir dans ton quotidien professionnel? Ouais. Alors déjà, il y a un outil que j'utilise tout le temps et qui fait partie pour moi d'une compétence. Enfin, c'est un outil qui sert une compétence, qui est la Mhm. compétence de priorisation, savoir prioriser mes différentes tâches, mes différents objectifs, et qui s'appelle, enfin que j'ai appelé la matrice de délégation. Et en fait, cette matrice-là, on fait deux axes. Donc un axe plaisir et un autre axe complexité ou difficulté. Et on va y mettre toutes les grandes tâches, activités qui composent notre quotidien professionnel. Mhm. Et l'idée, c'est déjà ce premier constat, on va très vite voir combien de tâches on a qui nous font plaisir ou qui ne nous font pas plaisir. Et donc là, on va engager un process de réflexion ou d'action pour changer ça. Mais déjà, voilà, faire un axe plaisir, un axe complexité, difficulté, ça permet de le savoir. Parce que pour la plupart du temps, c'est pas poser cette question. Évidemment, ce qui est dans tout ce qui est sous l'axe plaisir, donc ce qui Alors moi, j'ai dessiné ça. Là, je suis en train de dessiner vite fait. voilà, parfait. Donc, par exemple, je vais mettre, j'ai fait un cœur ici pour, par exemple, plaisir, Voilà, et exactement. ici le côté défi. Donc, si Voilà, par exemple j'ai beaucoup de plaisir et que c'est complexe, je mettrai mes activités ici, si je comprends bien. exactement. Et Et alors ça, c'est la zone d'apprentissage, Jérôme. Donc ok. ça, c'est la zone où je me fais plaisir, j'aime ce que je fais et en même temps, je suis en train d'apprendre. Donc c'est aussi une zone où je sors de mon confort. Mhm, Donc c'est pas forcément une zone qui est reposante, mais mhm, j'apprécie être dans cette zone. mhm.
Et vas-y, Donc, alors donc remontre de. apprentissage. Voilà, exactement. Donc à gauche, c'est là où c'est pas très compliqué, à gauche de l'axe avec ton cœur, là, et au-dessus de la zone défi. Ça, c'est ma zone plaisir. Hmm, C'est facile pour moi de le faire et j'aime bien le faire. mhm. Donc plaisir. Exactement, exactement. Donc Ok. là, on en il y a plus sur ce qu'on aime faire. En dessous, il y a du coup ce qu'on n'aime pas euh, faire et qui est simple, d'accord, qui est pas difficile à faire. C'est très simple pour nous de le faire et en plus on n'aime pas le faire, on n'y prend aucun plaisir. Ça, c'est la zone de délégation. Mhm. Parce que ce que nous n'aimons pas faire, d'autres aiment le faire. Hein, c'est les principes basiques de la complémentarité des compétences. Donc, c'est ces activités-là que je vais essayer très vite d'aller, voilà, soit payer quelqu'un, un freelance pour qu'il le fasse, euh, prendre enfin, recruter, voilà, ou au contraire, déléguer dans mon équipe à quelqu'un qui veut monter en compétence sur des sujets et qui serait intéressé par une de ces activités ou tâches. Donc, ça va nous permettre de dégager des points de friction pour nous. D'accord. Donc là, si j'entoure ces zones-là, j'aurais dû prendre des couleurs. Je vais la refaire au propre. Et si tu es OK, je pourrais scanner et faire rendre Évidemment. téléchargeable pour toute la vidéo, si c'est OK pour toi. Bien sûr, il faut mettre ces outils-là dans le plus de mains possible. Mais très bien entendu, matrice de délégation par Camille Larochico, bien entendu. Très bien. La matrice d'Arochico, tu sais, il y a matrice d'Eisenhower, là, c'est la matrice On va d'Arochico. en parler après aussi de la Eisenhower. Donc voilà, donc du coup, là, c'est pour déléguer en fait. C'est ça. Donc les Et tâches qui sont désagréables, enfin, qu'on n'a pas de plaisir, et les tâches qui sont simples, pas stimulantes. exactement. Ah, donc les tâches où on ne prend pas de plaisir particulier, mais il y a une difficulté. Donc là, c'est intéressant de creuser un peu cette zone en se disant est-ce que j'apprends quelque chose qui va m'être utile pour plus tard, auquel cas je garde. Est-ce que tout simplement j'apprends rien, j'aime pas, mais en revanche c'est essentiel pour mon business, c'est essentiel pour mon équipe. Et dans ce cas-là, je dois le faire en fait. Hein, il y a des contraintes dans la vie et donc accepter cette contrainte. Ou pareil, essayer de déléguer en demandant à quelqu'un, peut-être que pour quelqu'un d'autre, il y aurait du plaisir ici. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est la zone à question. D'accord, donc je fais un point d'interrogation, mais j'ai envie de faire une espèce de petite flèche qui va vers la délégation et une petite flèche qui va vers l'apprentissage, comme ça. C'est exactement C'est comme ça. ça que je représente là. Point d'interrogation, est-ce que je le place ici ou est-ce que je le place là? C'est ça? C'est ça. Ok, Exactement. Voilà. Tout à très fait. bien. Bah, c'est pas mal ça. Bah, je la referai au propre et je la rendrai disponible en ressources complémentaires. Merci beaucoup pour cet outil Je t'en prie. visuel hyper puissant, je trouve. Donc du coup, toi, tu utilises ça. Ouais. Pour accompagner les personnes donc à identifier. Donc on était sur vraiment la partie se connaître qui est au service donc Mhm. de la performance professionnelle. Où je disais qu'il fallait dormir, savoir se ressourcer avec des activités qui rechargent notre énergie et également prendre du plaisir dans son travail. Mhm. C'est la base, c'est l'intro. Si on fait ça déjà, les choses iraient beaucoup mieux. Super. La, la seconde, le second point que je voulais aborder avec vous, c'est le b.a.-ba de l'organisation professionnelle. Mhm. Donc concrètement, comment je gère chaque journée, hein, mon quotidien pro. Déjà, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une vision de l'année. En fait, une vision macro. Parce qu'il y a toujours, tous les ans, en général, des périodes plus chargées que d'autres et c'est souvent les mêmes. Nous, je sais que par exemple, hein, c'est de octobre, début octobre à fin novembre, c'est très, très, très dense. Et de janvier à février, c'est hyper dense. Juillet, août, il se passe rien. Donc, ça nous permet, quand on fait entrer des nouveaux projets, de les caler en fonction de ça, de lancer les recrutements à ces périodes-là. Enfin voilà, ça nous permet de nous organiser. De la même manière que les entreprises que j'accompagne, elles ont par exemple des défilés, printemps, été, etc. Et tout tourne autour de ça. Donc c'est important d'identifier le calendrier, les objectifs macro de l'année et de le garder en visuel. Si on travaille en équipe, c'est bien de l'avoir affiché quelque part. Donc c'est D'accord? quoi, t'affiches quoi, un espèce de calendrier ou
tableau, un tableau Velleda sur lequel on a marqué, on met des post-it avec les événements par exemple qu'on a, ou juste un calendrier effectivement avec des zones en rouge, et aussi parce que ça prépare psychologiquement. C'est beaucoup moins difficile de faire preuve d'endurance sur 2 mois quand tu sais depuis 2 mois que, enfin je veux dire, dès l'été, on sait que de début octobre à fin novembre, nous, on va souffrir. Enfin, ça va être très dense. Donc, on s'y prie de surprise, il n'y a personne. Et on fait attention, ça nous permet d'organiser notre travail en se disant, bah, en septembre, on évite d'avoir des projets trop denses. Parce qu'on se dit que sinon, ça va commencer à faire 3 mois d'endurance et ça va être compliqué. Donc, en ce sens, premier point, avoir une vision macro de l'année. Deuxième chose, donc là, c'est l'organisation plus personnelle. C'est des petites règles que nous, on met en place. Donc, nous, c'est le collectif, mais moi également. Tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait tout de suite. On ne marque jamais dans sa to-do list un truc qui prend 2 minutes, parce que ça vous a pris autant de temps de l'écrire dans votre cahier que de le faire. Ça vous double le travail. Donc, règle de base, mais pareil, on gagnerait du temps fou et on Alors, se... c'est quoi pour appliquer cette règle? C'est quoi, par exemple? Tu as une notification, tu vois que ça, tu peux gérer ça tout de suite, tu arrêtes ce que tu fais pour faire ça tout de suite. Ouais, moi oui. Ouais. D'accord. Alors après, sachant que j'ai pas de notification. Puisque D'accord. c'est Comment tu fais du coup? Parce que moi, j'ai l'impression que cette règle, elle s'applique dans le cas comment dire, pas perturbation, mais oui, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et on prend la décision tout de suite. Ou est-ce que comment tu fais? Tu prends, ou sinon toi, est-ce que c'est par exemple tes emails et tu Oui, regardes tout de suite, et tu dis, OK, alors cet voilà, email-là, je peux répondre tout de suite, celui-là, ça prendra du temps, donc il faudra que je dédie du temps pour ça plus tard, c'est ça? exactement. Hmm. C'est exactement ça. Donc, je vais répondre en 2 points à ta question. Déjà, moi, le premier, j'ai aucune notification. J'ai pas de enfin, je les réactive parfois, en fait. Je gère mes notifications. Mhm. Donc, quand je suis au bureau, en général, j'ai ni notification sur mon téléphone portable, ni sur mon navigateur. Je les ai coupés. De la même manière que j'essaye de me connecter à mes emails 2 à 3 fois par jour max. J'ai pas mon email, enfin, j'ai pas un onglet d'ouvert avec ma boîte mail. Sinon, on regarde, on se distrait. Non. Donc, effectivement, quand je dédie du temps à ma boîte mail, là, je réponds à tout ce qui peut être répondu en moins de 2 minutes. Mhm. Donc, voilà. Si enfin, pareil, si on m'a demandé un service, etc., ça prend 2 minutes, une mise en relation, voilà, je le fais tout de suite. Parce que, Ça libère la on, charge mentale en fait. Ce ouais, qui est fait on n'est plus à sort, faire. oui, pardon. Ce qui est fait n'est plus à faire. On sort d'un déjeuner, on dit, faut que je te mette en relation avec machin. Bah, moi, je le fais pendant le déjeuner, en fait. Hein. Je dis, ah ouais, tu veux être mis, bon, très bien. Alors, tout, ça prend 2 secondes, et hop, je fais maintenant ce qui peut être fait maintenant parce que ça prend Mhm. moins de 2 minutes. Et l'interlocuteur, il est d'autant plus content, il n'est pas gêné qu'on se mette sur notre téléphone et qu'on le fasse immédiatement. En fait. Mhm. Donc, par exemple, cette règle des 2 minutes. Donc l'autre, bah, c'était ça, c'était faire attention à ses sources de distraction. Donc pareil, Mhm. prendre 5 minutes. Ou alors, soit je prends 5 minutes, j'y réfléchis, soit dans une journée, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire attention à ce qui m'a distrait, à quel moment je me suis fait distraire et par quoi. Donc globalement, moi, je le sais, c'est d'avoir plusieurs onglets ouverts. Donc je m'applique une règle ultra stricte. C'est hyper dur, j'ai mis, je dirais presque des années à m'enlever cette habitude d'ouvrir un onglet et dire je le lirai plus tard. Tiens, il y a ça à faire, je laisse ouvert parce que je dois le faire dans la journée. Non. Vraiment fermer les onglets. Enfin, moi, en tout cas, ça va m'aide vraiment à la concentration. Et attends, du coup, intéressant, parce que ça, c'est un truc sur lequel il faut que je progresse aussi. Euh, du coup, les onglets que tu vas voir plus tard, tu en fais quoi? Par Ouais. quoi tu as remplacé l'onglet en stand-by, tu as remplacé ça par quoi? Ok. Alors, si c'est quelque chose à faire, ça va dans la to-do list ou dans l'agenda pour être planifié, fait plus tard. Si c'est quelque chose à lire, que c'est un email, je me renvoie un rappel pour le lire plus tard. Et si c'est un article, je suis tombée dessus sur LinkedIn par exemple, que j'ai pas le temps de le lire maintenant, et voilà, je le mets dans ma Pocket. J'utilise une application qui s'appelle Pocket, que j'adore. J'appelle ça mon Google à moi. Ça se met sur son téléphone portable et sur son navigateur.
Et ça permet, en fait, sur mon navigateur, j'ai à côté de ma barre, là où vous avez vos favoris, quoi, en gros, j'ai ma Pocket, je clique dessus, ça va enregistrer le lien dans ma Pocket et je peux mettre des tags. Ouais, Intelligence émotionnelle. tu peux l'organiser avec Pocket. C'est ça qui est intéressant, contrairement à le favori. C'est t'as un système de tags, etc. Si je crois bien, c'est ça? Exactement. Et après, donc, on retrouve le même contenu sur l'application et on peut les lire en offline. Donc, dans le train, donc, j'utilise mes temps de transport en général pour faire de la veille. Moi, c'est aussi comme ça que je fais. Bus, métro, etc. Quand je suis pas sur mon vélo, voilà, je lis. Je lis mes articles, je regarde et après je mets des tags, c'est fait, c'est pas fait, c'est lu, c'est pas lu. Voilà. D'accord. Donc, Pocket te permet de faire ça offline aussi. Donc, si tu es dans l'avion, tu peux lire Ouais, les articles que tu dis, je ouais. vais lire plus tard. Ce que tu n'aurais pas pu faire si tu avais laissé ton onglet comme ça ouvert finalement. Non, et en plus ça m'aurait généré de la pression et de la charge mentale, donc c'est complètement contre-productif. Hmm. Ah, merci pour l'astuce. Donc, Pocket, j'ai bien noté là dans ma Très to-do bien. list. Ça me remettre à Pocket, je vais tester, mais je suis pas allé au bout. Donc, comme je suis en plein là dans cette phase d'outils, tout ça, donc c'est très bien. Il y a non, comment ça s'appelle mince, le logo c'est un éléphant, une tête Et verte d'éléphant. Evernote? Evernote aussi qui peut aider à faire ça. Je sais que certains Léonards utilisent plutôt Evernote. Ok. À vous de voir. Après, moi, j'ai un Trello personnel. Donc, on reviendra sur Trello après. Mhm. Mais j'ai un Trello personnel où je mets à lire. Et en fait, c'est hyper simple. Quand je vois l'article, je mets ajouter une carte Trello et dans mon truc à lire. Et du coup, ben, je peux faire aussi comme ça parfois. Ça dépend. Voilà. Donc, Trello, c'est un outil de gestion de projet, c'est ça? Oui, Trello, c'est un outil de gestion de projet. Donc, qui permet en fait de euh, créer des tableaux en fonction des grands sujets. À l'intérieur des tableaux, il y a des listes et à l'intérieur des listes, il y a des cartes. Au sein d'une carte, on peut être plusieurs personnes, on peut avoir une date d'échéance, on peut joindre des fichiers, on peut mettre en place une checklist. Quand un membre de l'équipe clique sur, dit que c'est OK, un truc de la checklist, que c'est bon, c'est fait, les autres peuvent recevoir une notification qui permet d'être toujours au courant de ce qui avance, d'avoir tous les documents au même endroit. Euh, on peut ajouter des images, euh, on peut ajouter notre Trello dans la version Gold. On peut l'ajouter à notre Google Calendrier, qui permet en fait, quand j'ouvre mon calendrier, de savoir quel Trello arrive à échéance cette semaine. Donc, de s'organiser. Hein. Surtout, c'est super important quand on est présent sur plusieurs. Du coup, ok, donc Trello, à l'origine, c'est quand même quelque chose pour faire du collectif. C'est quand même la gestion de projet Ouais, en équipe. Mais tu me dis que toi, tu l'utilises aussi pour des tâches personnelles, ouais. notamment tes lectures, en fait. Voilà, en fait, j'ai un Trello perso, j'ai un Trello voyage et je vais aller mettre toutes mes idées de voyage là-dedans. Dès que je lis un article sur un pays que je vais bientôt voyager, bon, bah, du coup, j'ai des listes par pays dans mon tableau voyage. Et ce qui me permet d'avoir toute l'info au même endroit. Le jour où je pars, ça fait 5 ans que je lis sur ce pays, bah, tout est là. Mon Trello perso, c'est ma to-do list de courses, mes travaux pour mon appartement, mes lectures, mes films que j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus un truc que j'ai appelé sujet de prédilection, mes activités, enfin, voilà. Donc, Ok, super. Donc, du coup, la règle des 2 minutes. ouais, Ensuite, Trello également, donc pour pouvoir être organisé. Pocket, pour pouvoir structurer ta veille et pouvoir faire quand tu as du temps dédié à ça plutôt que d'être distrait par des onglets qui seraient ouverts. ouais, Et donc couper toutes les notifications, ou en tout cas les gérer pour ne pas être dérangé. ouais. Donc, est-ce qu'il y a t'as d'autres astuces comme ça? Parce que du coup, j'en profite Deux un autres peu. choses qui me semblent importantes en termes d'organisation professionnelle. La première, c'est la gestion des rendez-vous, où je vois encore des gens, enfin, on peut progresser là-dessus. La première chose, c'est qu'un rendez-vous, ça se prépare, en fait, pour qu'il soit efficace. Donc, moi, quand je calais un rendez-vous, par exemple, à notre interview, eh ben, j'avais mis 30 minutes avant notre interview, j'avais mis prep interview. Ça me permet de me poser, de dire, OK, c'est quoi déjà l'objectif, de quoi on parle, etc. Donc, même avec toutes mes réunions d'équipe, je fais ça. Je me dis, qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce que ça va être compliqué, pas compliqué? Est-ce que j'avais des choses à faire que j'ai pas faites? Voilà. Donc, un temps de préparation.
qui me permet d'être plus efficace dans la réunion ensuite, de faire des choses que j'aurais oubliées. Et pareil, un temps de conclusion, parce qu'en général, quand on sort des réunions, on a des trucs à faire. Et du coup, moi, je me cale systématiquement 30 minutes. Ça rejoint un peu la règle des 2 minutes. Il y a plein de petites choses que je peux faire direct après la réunion. Je les fais. Donc, Et c'est tout de suite après la réunion, en fait. ouais. Donc, t'enchaînes jamais les réunions les unes après les autres. Tu prends toujours 30 minutes avant, 30 minutes après. Et OK. Pour moi, ça, c'est une erreur de débutant dans le sens où si on enchaîne les réunions, à la fin de la journée, on a une to-do list longue comme le bras. On est crevé parce que c'est exigeant, les réunions en général. Donc, on est fatigué, on n'a fait aucun travail productif, on n'a rien produit puisqu'on a été en réunion. Et donc ça, pour moi, c'est un danger. En plus, on arrive en retard. Enfin, moi, si j'ai plein de réunions, la dernière de la journée, elle démarre 30 minutes en retard, c'est sûr et certain, et je suis exécrable. Donc non. Moi, par exemple, je me de la teneur de la réunion. Ouais. Alors, excuse-moi, ça a un petit peu coupé. Je vais faire un petit coupage au montage. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, tu disais, donc je vais rebondir là-dessus, Oui, que finalement, oui, c'est une vraie. Ah, je recommence. oui, Désolé. pas de souci. Donc moi, ce que je retiens par rapport à ça, c'est que, parce que c'est vrai que je fais encore cette erreur de débutant en fait. J'ai mis en place, pour un peu dévoiler un peu mes coulisses aussi, quelque chose d'hyper pratique, c'est Calendly. Les gens peuvent prendre des rendez-vous par rapport à mes disponibilités directement dans mon agenda et ça fait gagner un temps fou. Ouais, Plutôt que de faire des échanges d'emails entre le moment où la personne me répond et le moment où il faut que je mette dans mon agenda, le créneau n'est plus disponible. Au moins, Calendly, c'est hyper pratique. Mais le truc, tout à c'est fait. que par exemple, c'était quand? C'était lundi cette semaine, j'avais 4 réunions à la suite de 1 heure qui se sont enchaînées en fait. Mm, Et du coup, l'idée qui me vient en t'écoutant, ce serait de dire quand je prends un créneau de 1 heure, je fais mm, comprendre à la personne qu'en fait, la réunion ne durera par exemple que 30 minutes. Et que du coup, je fais en sorte que la réunion dure 30 minutes pour qu'ensuite les 30 autres minutes soient une minute enfin, un temps de conclusion, voire mm. d'introduction si j'enchaîne, mais qu'il y a quand même 30 minutes de tampon entre guillemets entre deux réunions. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas encore la solution selon toi? Euh, je pense que c'est une bonne idée, en fait, que chacun doit trouver sa manière de faire. Ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose que je voulais dire, c'est que les gens, ils partent du principe qu'une réunion, c'est 1 heure. Ouais. Alors que pas du tout, ça peut être 15 minutes, ça peut être 30, ça peut être 2 heures, parce que des fois, il faut vraiment discuter, structurer, réfléchir, agir. Et donc déjà, se poser la question de combien de temps on a besoin pour traiter du truc qu'on doit traiter. Et donc oui, si tu penses que la plupart de tes réunions peuvent se faire en 30 minutes, bah oui, je t'invite à faire ça. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est que toi, dès que tu vois que quelqu'un a calé dans ton agenda un point, et ben, tu vas aller toi-même réserver un créneau de 30 ou 15 minutes avant et 30 ou 15 minutes après, de Mhm. sorte que tu sois plus disponible dans Calendly. Oui, Ça, bien ça peut vu. être une autre manière. Donc, voilà pour les réunions qui, je pense, sont un gros problème en entreprise. Les employés, c'est toujours un énorme problème. Ils n'ont plus le temps de réfléchir, ils sont tout le temps en réunion. Ça ne sert à rien leur présence sur tout le temps de réunion. Ça les agace. Il y a énormément de frustration, de mal-être lié à ça. Donc, Donc je là, vais faire. finalement, une bonne habitude, si je pouvais résumer tout ça, là, le truc que je vais mettre en place personnellement en t'écoutant, c'est de prendre la nouvelle habitude que quand on prend un rendez-vous avec moi, je prends un rendez-vous avec moi-même 30 Oui, minutes, pendant 30 minutes avant et pendant 30 minutes après pour voilà. faire la préparation du rendez-vous et pour faire la conclusion du rendez-vous ou en tout cas mettre en place des actions. Parce que c'est vrai que je me rends compte là, en t'écoutant que j'ai des comptes rendus remplis de to-do list, etc., que je fais pendant la réunion et que après je me dis 3 semaines plus tard, je dis mince, j'ai pas mis en place et je me retrouve avec 2 pages A4 de to-do. Alors que finalement, si je l'ai fait, pendant que c'est encore chaud, parce que Ouais, c'est vrai que dans 3 semaines, je ne me rappellerai plus de ce qui s'est passé pendant la réunion. Du coup, je suis effectivement. obligé de soit refaire une réunion, soit déroger la personne concernée. Donc oui, ça mène beaucoup de problèmes. Et du coup, mettre cette habitude-là en place,
bah, Mm. déjà me préparer mentalement en termes de mindset, à me dire bah, il faut que je prépare Mm. chaque réunion et que je mette en place les choses tout de suite après. Ça me discipline aussi dans ma manière de gérer mon temps. Mm. Et en plus, bah oui, ça permet de vraiment mettre de nouveaux process en place plus productifs, quoi. Complètement. Donc, bah, très bien, bravo Jérôme. Et puis, le temps de minutes, c'est flexible, hein, ça dépend du contenu de la réunion, mais c'est Mhm, l'idée d'avoir un temps de préparation et un temps de conclusion. mhm. Et de limiter le nombre de réunions par jour. Hmm. Bah, tu limites à combien, par exemple? Est-ce qu'il y a un chiffre Non. absolu? Parce que tu dis qu'il y a des réunions qui durent 15 minutes, d'autres 20. Donc, finalement, tu peux avoir plein de réunions de 15 minutes dans une journée. Ouais, voilà. Et tu prends Après, toujours 30 minutes pour te préparer, même pour 15 minutes? non, bah non, c'est pour ça que je dis que le temps, que ce qui compte, c'est réserver un créneau de préparation et un créneau de conclusion. C'est Mhm, pas que chacun de ces créneaux dure 30 minutes. Parfois, ça peut être 10. Et même, mhm, il y a des réunions où, en soi, j'ai rien à préparer, mais je me suis quand même calé un créneau avant, parce que du coup, je me rends compte c'est que c'est bien, j'ai rien à préparer. Pourquoi? Parce que je suis décisionnaire. Donc, c'est les autres qui vont m'expliquer des choses et moi, je vais devoir trancher. mhm. Mais du coup, je me mets dans le mindset de, tiens, là, il faut bien que j'écoute. Bah, tiens, si j'allais me faire une petite pause. Enfin, Oui, oui, c'est ça. Ça peut être ça aussi. La préparation, c'est de la préparation mentale, entre guillemets. Ça ouais. peut être tout simplement coupé par rapport à la réunion d'avant pour faire un reset mental et être disponible pour la réunion, en effet. Ouais. Et pour donner un exemple très concret, pour mes réunions d'équipe sur un projet donné, en général, je prends 15 minutes de préparation. Par contre, avant un coaching, en général, je prends une demi-heure. Parce que j'en prends 10 pour me rappeler ce qui s'est passé la dernière fois, où il en est, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire faire dans la séance. Et j'en prends 20 pour chiller, écouter de Mhm. la musique, méditer, voilà. Mais pour être pleinement disponible à la séance, parce qu'un coaching, c'est une très très forte capacité d'écoute. C'est hyper énergivore. Et de fait, il faut que je me repose avant pour être bien disponible. Voilà. Super. Et du coup, ouais, donc là, c'est hyper pratico-pratique. Est-ce que Ouais. tu as, encore peut-être un dernier outil à partager dans l'organisation? Voilà, avant qu'on passe à l'intelligence émotionnelle, Ouais. c'est les pauses. Ah, ouais. Combien de gens je vois bah, enchaîner, comme tu dis, les réunions, manger devant leur bureau, me dire franchement, je comprends pas, je donne tout, je travaille beaucoup, mais quand même, je fais mon miracle morning le matin, quand même, j'ai des objectifs, un bullet journal, etc., et qui sont claqués. Mais en fait, faut apprendre à faire des pauses dans la journée. Donc, ça irait aller marcher et se donner le droit de faire une sieste 10 minutes si on a envie sur son bureau. Ça fait une micro-sieste, bah, ça recharge. Se donner le droit de sortir dehors pendant, je sais pas moi, 20 minutes, 1 heure s'il le faut. D'autant plus qu'en général, ceux qui ne s'accordent pas de pause sont ceux qui travaillent le plus. Ils comprennent, ils ont du mal à comprendre que ils en sont improductifs parce que du coup, ils se laissent distraire, ils sont moins concentrés, moins attentifs, du coup, moins performants. La pause aide à l'attention, la concentration, la performance. Et on sait aujourd'hui que les pauses les plus efficaces sont ce qui est appelé les errances mentales. C'est une étude de Grenoble École de Management qui a été menée sur les différentes pauses, la pause sportive, la pause café avec les collègues, la pause je vais marcher dehors, et La la pause pause, Instagram, c'est une pause, ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah tiens, allez, j'ai 10 minutes, je vais scroller sur Instagram. Est-ce que ça repose, ça? bah, si la personne est convaincue que oui, et elle se sent mieux après, la réponse est oui. Mhm. Euh, Maintenant, cette étude avait fait différents tests sur les pauses, et la pause qu'elle a identifiée comme étant la plus ressourçante et qui permettait de mieux se concentrer derrière, c'était ce qu'ils appelaient l'errance mentale, qui est le fait de simplement fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration et pendant 5 minutes s'autoriser à ne rien faire. Ne rien faire, laisser filer ses pensées, se détendre. Moi, je sais que je vais détendre les muscles de mon visage. Un par un, je me dis, je détends ma mâchoire, mes pommettes, mes yeux, etc. Et je me sens hyper bien après ça. Ça m'a pris 3 minutes et je suis d'attaque pour faire une grosse tâche ou un truc que j'ai pas envie de faire. Ou voilà. Ça fait penser à deux choses que tu dis. Ouais. La première, c'est un discours TED que j'ai vu sur Internet qui était hyper intéressant, qui parlait d'une journaliste Hum, qui s'est rendu compte qu'en fait, on est dans une société où on ne s'ennuie plus.
et Tout à qu'il n'y a plus d'ennui. L'ennui a disparu parce que l'attention est toujours captée et stimulée par quelque chose. Et en fait. fait, elle a fait travailler des chercheurs. Ils ont montré que justement l'ennui stimule la créativité, l'ennui énergise, et que en fait, son discours, c'est qu'il faut réapprendre à s'ennuyer. Et j'ai appris, et du coup, j'ai essayé de tester ça. Et moi, alors, du coup, moi, je m'ennuie très vite, hein. Donc ça, mais c'est vrai que par exemple, quand j'étais parti en vacances, bah, l'objectif c'était, comme tu disais, de rien faire. Et pour moi, c'est hyper compliqué. C'est vraiment des exercices de sortie de zone de confort. Bah, c'est vraiment ça. Oui, Et c'est vrai que ça redonne de l'énergie disponible, ça redonne de la créativité. Et donc, c'est le premier truc auquel ça m'a fait penser. Et, euh, et le deuxième, par rapport à ce que tu dis, je crois que je suis en train de le perdre, le deuxième truc. Non, voilà. Par rapport à la détente du visage, et en fait, j'ai lu un article scientifique sur le fait que les mains et le visage, rien que ça, c'est 75% des terminaisons nerveuses de tout le corps. Donc, quand tu détends tes mains et tu détends ton visage, tu détends 75% de tes nerfs, en fait. Donc, c'est pour ouais, ça que c'est hyper puissant de commencer par ça ouais, en termes de détente, finalement. complètement. Et ça me fait rebondir, et pour conclure, les gens ils disent j'ai besoin de me relaxer, je vais partir en voyage, je vais partir en vacances. Mhm. Ça, c'est selon moi une grave erreur de perception. On peut se relaxer n'importe où, n'importe quand. Bon, bien sûr, vous êtes au milieu de la foule un soir de premier de l'an, ça va être compliqué. Et encore, c'est possible. L'idée, c'est vraiment de se dire, vous avez accès à la relaxation de votre corps et de votre esprit n'importe où, n'importe quand. Bien sûr, ça se travaille, ça se muscle, mais c'est hyper important de savoir faire ça parce que, comme tu l'as dit, notre attention elle est extrêmement sollicitée et en fait, on est tout le temps en train d'activer notre hyperattention et ce qu'on appelle le nerf parasympathique. Et à l'inverse, il faudrait un peu plus activer le nerf sympathique, enfin, ou l'inverse, il y a le circuit de l'excitement et le circuit de la relaxation. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on est beaucoup plus dans le circuit de l'excitement et c'est pas tenable sur le long terme. Donc attention à ça. Mhm. Voilà pour les règles, je dirais l'hygiène basique en termes de connaissance de soi et d'organisation personnelle. Maintenant, je voulais relier ça avec un thème qui me tient moi plus à cœur, qui est Mhm. l'intelligence émotionnelle. Et c'est simplement qu'avant de partir dans l'intelligence émotionnelle, je me dis qu'il y a vraiment un b.a.-ba à respecter et que c'est celui dont on vient de parler. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité à percevoir ce qui se passe en nous, nos émotions, à savoir l'exprimer de manière constructive et utile. Et du coup, ce qui nous permet plusieurs choses, mieux décider, avoir des relations humaines gagnant-gagnant et mieux gérer son stress. Donc ça, c'est la définition qui a été donnée par Daniel Goleman, qui est mon courant de l'intelligence émotionnelle. Et donc lui, il définit ces 5 grandes familles que je viens de vous dire, perception de soi, expression de soi, gestion du stress, capacité à décider et capacité à rentrer en relation humaine gagnant-gagnant, gagnante-gagnante. Ces 5 grandes familles déclinées en 15 compétences. Ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a plein de programmes pour apprendre à parler en public, devenir un bon leader, trouver son leadership, gagner en leadership, des programmes pour éviter l'épuisement professionnel, le burn-out, pour mieux gérer son temps. Tout ça, c'est de l'intelligence émotionnelle selon moi. Un manque d'intelligence émotionnelle ou une bonne capacité à l'intelligence émotionnelle. Bon, c'est quoi l'émotion? Je sais que là, déjà, j'en ai perdu plein, qu'on me dit non, mais moi, mes émotions, je les laisse à la maison. Je ne vois pas l'intérêt de les emmener au travail. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on a été éduqués pour la plupart. Heureusement, il y a de plus en plus d'études sur le sujet, de recherches qui montrent leur utilité. Déjà, émotion, ça vient du latin movere, qui signifie mouvement. Donc, c'est un mouvement interne pour qu'il y ait un mouvement externe. C'est pas juste pour faire les grands tourbillons à l'intérieur de vous et basta. L'idée, c'est vraiment d'avoir un mouvement aussi vers l'extérieur et donc de se mettre en action. Celui qui a une bonne intelligence émotionnelle, il va se mettre en action après avoir réfléchi, après avoir perçu ce qui s'est passé en lui, d'avoir fait le tri
et d'avoir mis en place et de réfléchir et donc de se dire tiens, je vais plutôt agir comme ça. Celui qui a une mauvaise intelligence émotionnelle, il va réagir. L'émotion, elle arrive et pam, elle lui pète entre guillemets à la tête et à celle des autres. Hein, c'est les gens qui sont très colériques, très agressifs, par exemple. On a tous des gens dans le milieu du travail comme ça qu'on évite. Hein. Donc voilà, pour moi, et c'est aussi ce qui nous distingue des robots. Parce que globalement, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui de technique, un ordinateur va bientôt être un ordinateur ou un ordinateur ou un robot va être capable de le faire et en mieux et en plus rapide et avec moins de risque d'erreur. Donc ce qui va nous distinguer, c'est ça, c'est l'intelligence émotionnelle et aussi connue sous soft skills. Et du coup, toi, comment tu relis l'intelligence émotionnelle à la capacité à s'organiser, par exemple? Ouais. Bah déjà, quelque chose qui manque à beaucoup, c'est l'affirmation de soi, Mhm. qui est une compétence issue de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'affirmation de soi? C'est la capacité à communiquer clairement ses besoins. Combien de personnes dans le monde de l'entreprise disent oui à tout, sont incapables d'aller demander de l'aide par fierté mal placée, par peur du non. L'autre va me dire non. Oh là là, s'il me dit non, comment ça va se passer pour moi? Et en plus, quand on y réfléchit, ils disent bon tant pis, j'irai demander à quelqu'un d'autre. Mais il y a énormément de freins psychologiques, humains, comportementaux à s'affirmer. Donc, j'ai peur que l'autre me dise non. Je ne sais pas exprimer clairement mes besoins parce que j'estime que j'ai pas à le faire. Donc, pour ça, il y a la CNV qui est un très bon outil, qui est la communication non violente, qui permet à tout à chacun d'aller exprimer un point de vue ou un besoin, une demande d'aide, de manière structurée. Et donc, ça rassure, ça pose un cadre et ça nous aide à formuler un propos clair. L'autre chose, c'est que... Et justement, juste par rapport à la CNV, désolé, je te coupe, mais est-ce que tu as un exemple, par exemple, parce que j'en ai plein, et c'est vrai que j'en parle régulièrement de ça dans le programme Soft Skills 2.0, mais est-ce que tu pourrais voilà, illustrer un exemple très court de communication non violente? Ouais. Alors, par exemple, dans le cadre d'une demande de promotion, Mhm. donc la CNV respecte un schéma. D'abord, je parle des faits. Hein, Mhm. les faits. Donc, les faits, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai été augmentée 0 fois ou 1 fois. J'ai toujours atteint mes objectifs. Vous décrivez des faits liés à votre travail. Les faits, tout le monde est d'accord, c'est un fait. C'est incontestable, un fait. OK? C'est Ensuite, objectif, du coup, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas du jeu dedans, c'est-à-dire les objectifs ont été atteints, c'est pas je suis comme ci, je suis comme ça. C'est très objectif dans la description, c'est ça? ouais, c'est très simple. On peut pas remettre ça en question. Donc, Ok. si quelqu'un va remettre en question, c'est pas un fait. Mhm. C'est un sentiment que vous avez, c'est une idée, mais c'est pas un fait. Mhm. Donc, fait, je suis là depuis 3 ans, j'ai pas encore été augmentée, j'ai toujours atteint mes résultats, j'avais tel objectif, j'ai fait tel résultat, tel objectif, tel résultat. Non. 2, les émotions. Donc, on relie ces faits à des émotions. Moi, je me sens bien ici, j'aime l'équipe, je trouve que mon manager, il me valorise, il me fait confiance, il me donne des responsabilités, je me sens bien, j'ai un sentiment de fierté. En revanche, le fait de ne pas avoir eu accès à la promotion que je demande depuis tant de mois ou voilà, me génère un sentiment de frustration. J'ai l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance de mon travail. Je commence à me poser des questions sur ma valeur dans l'équipe. Enfin, voilà, on commence à amener la partie émotion positive comme négative. Les émotions, personne ne peut les critiquer. En fait, c'est ce que vous ressentez. Personne ne va vous dire t'as pas le droit de ressentir de la frustration. Enfin, il y a des gens qui pourraient dire ça, mais ils sont quand même assez anecdotiques. Voilà, la plupart des gens, ils vont dire ah bah écoute, ok, je comprends que tu ressentes de la frustration. Moi, j'aurais pu ressentir différemment, mais je peux comprendre que tu ressentes ça. Donc, on exprime les émotions, les hauts faits. Ensuite, derrière, on valide, on écoute le besoin. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin que mon travail soit reconnu et pour moi, il sera reconnu par une augmentation financière de tant de pourcents. J'ai également
Entre maintenant et il y a 3 ans, quand je suis rentrée, j'ai plus de charges, donc j'ai besoin d'une augmentation financière. Voilà. On explique le besoin qu'il y a derrière cette conversation. Et du coup, on termine par une demande claire. Je veux être augmentée de 15%. Comment faire pour que ce soit réalisable selon toi? Voilà. Donc, je dis des faits, tout le monde est d'accord. Je partage mes émotions de manière claire. J'explique le besoin qu'il y a derrière ces émotions et je fais une demande claire de ce que je veux et ce que j'attends de la personne qui est en face de moi. Mmh. Et ce que je retiens aussi par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas hésiter également à partager les émotions positives, enfin positives, Mmh. agréables aussi. C'est-à-dire pas que les frustrations, ça ne va pas, etc., mais aussi expliquer que bah, le cas de cet exemple-là, en tout cas, d'exprimer aussi les sentiments positifs ou les faits positifs aussi, et pas que être dans un axe, on va dire, dans un angle de vue finalement. Complètement. Alors là, du coup, ça touche à une autre compétence qui s'appelle la compétence à faire du feedback. La Mhm, capacité à faire du feedback, à faire un retour constructif à un membre de notre équipe, ou enfin supérieur, égal ou subordonné. Et ça, j'ai remarqué que ceux qui n'y arrivent pas sont ceux qui pensent que leur point de vue n'est pas important, n'est pas valable. Qui sont-ils pour émettre un jugement? Voilà. Donc, ça reste de l'affirmation de soi pour moi, la capacité à faire du feedback. Et oui, donc, c'est très important de souligner quand un collaborateur adopte, selon nous, le bon comportement, celui qui a permis de résoudre la situation, ou qu'il y a eu un travail de qualité, qu'on est vraiment content. Je dirais qu'il faut distinguer. Alors, il y a plusieurs écoles du feedback. On vous dira, il y a plusieurs écoles. Ma manière de faire, c'est que je distingue le positif du négatif. C'est-à-dire que je ne fais pas ce qu'on appelle les feedbacks sandwich ou je ne sais quoi, hein, où on dit du positif, on dit un petit peu de négatif et on remet du positif derrière pour que tout se passe bien. Le cerveau, il est programmé pour voir les problèmes, résoudre les problèmes. Donc de toute façon, il ne se rappellera que de la chose négative que vous avez dite. C'est comme ça, on est comme ça. La chose négative va venir annuler les feedbacks positifs. Donc d'expérience, j'essaye de bien distinguer et de choisir si là je fais un feedback positif ou négatif. C'est mon avis, il y a plusieurs écoles, testez sur lesquelles vous êtes à l'aise. Et donc, il faut avoir une bonne intelligence émotionnelle quand on fait un feedback. Et là, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Avec un membre de l'équipe, on a fait quasiment 3 fois le même meeting. 3 fois, elle a sollicité l'équipe pour poser des questions sur un événement qu'elle organisait. On lui a répondu. Et le meeting d'après, ça n'avait pas avancé. Et pire que ça, selon moi, alors poser les mêmes questions. Donc on dit, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Non, non, j'ai compris, c'est bon, je vais le faire, c'est noté, pas de problème. Bon, troisième meeting, même question. Ça n'avait pas bougé. Donc là, j'ai pas réagi à chaud, j'ai pris sur moi, on a répondu. Par contre, j'ai demandé à avoir un point le lendemain ou le surlendemain, le temps de faire passer l'émotion pour être dans l'action et non pas dans la réaction. mhm. Et donc là, je lui ai demandé, je lui ai expliqué ce qui s'était passé pour moi, les faits, 3 meetings, les mêmes questions. Et ce que ça avait généré en moi, c'est-à-dire que je me sens pas écoutée. Je me demande si la personne en face, elle se dit que j'ai tout mon temps, voilà, euh, et que je comprends pas comment on peut répéter 3 fois un meeting. Donc, est-ce que ça vient d'incompréhension? Est-ce que ça vient de surcharge de travail? Est-ce que ça vient d'un manque de préparation? Enfin, de quoi ça vient? Parce que pour moi, je comprends pas. Et puis, ça me génère, voilà, frustration, colère, manque d'écoute. Enfin, j'ai l'impression de pas être écoutée, etc. Et elle l'a hyper mal pris. Donc, elle l'a hyper mal pris. Non, mais je comprends pas qu'on en fasse tout un. Alors, pour moi, c'était pas les trois. Pour elle, c'était pas les 3 mêmes meetings. Il y avait des questions différentes, il y avait des nuances. Et puis, on va pas en faire tout un drama. Là, si j'ai pas une bonne intelligence émotionnelle, le meeting et le feedback peut très mal tourner. Du coup, et ça fait le lien avec une autre compétence de l'intelligence émotionnelle pour moi, qui est la capacité à questionner quelqu'un. Et là, je lui ai dit, attends, excuse-moi, parce qu'effectivement, à aucun moment, mon intention, c'était d'en faire un drame.
dans notre conversation, qu'est-ce qui te laisse à penser que j'en fais un drame? Rien. Non, mais rien en fait. Non, rien. Euh, et je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que du coup tu le prends comme ça? Non, en fait, je suis fatiguée. Tu pouvais pas le savoir, mais c'est pas le bon moment pour moi en ce moment. J'ai beaucoup de travail. C'est vrai que j'ai pas osé trop vous déranger, donc j'ai attendu les meetings. C'est vrai aussi que je manque de rigueur et que j'avais pas pris les notes au premier coup. Moi, j'ai vu que vous étiez tous sympas et cool, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je pensais pas que finalement c'était si strict. Voilà. Donc on a pu aboutir à quelque chose. Euh, Par la force du questionnement, du feedback. La personne a tout à fait compris. Moi, je faisais vraiment dans une démarche bienveillante de dire, j'aimerais bien que ça se répète pas parce que ça me gêne. Après, si c'est de l'incompréhension, où est-elle? Comme ça, moi, je m'adapte à toi. Peut-être qu'il faut plus d'écrits. On fait beaucoup d'oral, beaucoup de réunions orales. Peut-être qu'il faut que quelqu'un tape des comptes rendus. Si tu avais eu le compte rendu, ça aurait été plus clair pour toi. Je sais pas. Enfin, on cherche la solution ensemble, quoi. Donc, l'art de faire du feedback est une compétence de l'affirmation de soi, enfin, un élément de l'affirmation de soi. Comment j'exprime mon point de vue en toute bienveillance et en comprenant aussi que j'ai pas forcément raison, Mhm. que je laisse la place à l'autre pour s'exprimer, pour me faire comprendre sa logique. C'est pas de se justifier, c'est bien comprendre sa logique et qu'on trouve ensemble une solution. Voilà. Et ça finalement, c'est hyper important parce qu'on peut se dire, ah bah oui, mais c'est pas forcément de l'organisation ou quoi. Ben, en fait, si, parce que le temps que l'on perd avec les malentendus, avec les frustrations, etc., c'est 10 fois pire que utiliser un bon outil d'organisation de soi, en fait. Ça, c'est la base, finalement. Et le Mm. fait de pouvoir communiquer avec, par exemple, des outils de CNV, le fait de savoir donner des feedbacks pour que chacun puisse progresser, eh bien, c'est hyper important finalement pour pouvoir Ouais, être bien organisé collectivement ouais. et efficace en groupe, quoi. Mais complètement. Et nous, du coup, on se méfie de ceux qui n'ont pas trop d'affirmation de soi parce qu'on sait, nous, quand on rentre dans le collectif, on dit, écoute, si dans le collectif, tu as un problème et qu'il n'est pas résolu, c'est de ta faute, c'est que tu n'as pas fait appel au collectif. Mhm. Le collectif, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, mais si tu n'exprimes pas tes problèmes, nous, on les devinera pas, d'accord? Donc, tu dois avoir la capacité à solliciter l'aide des autres, à exprimer problèmes, etc. Alors, il y en a plein qui disent oui et qui le font. Et il y en a plein qui disent oui, mais qui en fait ont une vraie difficulté à faire ça. Et ça nous met tous en difficulté. Parce que tout d'un coup, on se rend compte que les process, ils sont pas suivis, qu'il y a des choses qui sont pas comprises, on perd en qualité dans nos interventions. Et du coup, il y a, voilà, il y a, va y avoir de la frustration. Nous, on est obligé de dire, bon, tu vas te faire mentorer. La personne, elle le prend mal. Parce qu'on est tous indépendants, c'est un collectif d'indépendants, donc se faire mentorer, ça peut être très mal perçu. Enfin bon, bref. Et Ça, donc là, ça fait penser, juste avant, j'étais en train d'écouter un podcast de Harvard Business Review ouais, d'un chercheur qui a fait une recherche justement sur l'art de demander de l'aide. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Et il dit que lui, il a identifié, donc il s'appelle Wayne Baker, et il racontait que en fait, les personnes qui ne demandent pas d'aide, eh bien, c'est un vrai problème en fait, parce que du coup, c'est plein de non-dits, etc. Et que c'est hyper important que d'oser et de savoir, parce qu'il y a demander de l'aide, mais il y a aussi demander quel type d'aide et de quelle manière on demande de l'aide. Parce que si demander de l'aide juste pour que quelqu'un fasse quelque chose à sa place, oui, ça aide pas. Si on demande non, de l'aide pour apprendre, là, ça se passe mieux. ouais, Et le faire de manière claire, précise, pour faire gagner du temps avec des objectifs SMART, par exemple, eh ouais, bien, c'est beaucoup plus puissant que de rester vague et du coup de devoir décortiquer le problème et la demande, quoi. exactement, complètement. Et du coup, pour moi, l'aide, c'est quoi? C'est accompagner quelqu'un vers l'autonomie. Ok. Donc, voilà, c'est comme ça que nous, on l'a défini. C'est comment je peux me faire aider pour être autonome la prochaine fois. Ou alors, je délègue complètement cette tâche, j'arrête de la faire et j'estime que je ne le serai jamais parce qu'on a fait le travail là dont on a parlé en début d'interview. Enfin, Mhm. mais voilà, donc, il faut dissocier, on a un peu mélangé les deux, mais il y a l'affirmation de soi, je pose des limites, je sais dire non, je sais exprimer mes besoins euh, et du coup potentiellement demander de l'aide, qui est une autre
compétence qui est la capacité à se mettre en échec, à faire preuve de vulnérabilité et d'humilité, qui est une vraie gestion émotionnelle, parce qu'en fait, on n'aime pas faire ça, on a peur de faire ça. Donc, c'est de la gestion d'émotions. Et la capacité à faire du feedback aux gens qui nous entourent dans le monde professionnel. Ensuite, il y a une autre compétence extrêmement importante pour moi liée à l'intelligence émotionnelle qui est l'empathie. Donc la capacité à me mettre à la place des autres. Mais attention, c'est pas moi tout seul qui me mets à la place des autres, c'est comment j'obtiens le point de vue de l'autre. Il va vous le dire, hein, si vous vous intéressez à l'autre, il va vous le dire, son point de vue. Et là, c'est l'art du questionnement. Ce que je remarque souvent quand il y a un projet qui est bloqué en entreprise, parce qu'en fait, vous avez plein de chefs de projet qui travaillent ensemble, issus de différents départements, enfin pas forcément chefs de projet d'ailleurs, pardon, mais plein de compétences différentes qui travaillent ensemble autour d'un projet. Votre boss, c'est pas le chef de projet du projet. Votre boss, c'est votre boss de votre département. Si vous êtes par exemple au département finance, votre boss, c'est votre boss et il connaît pas tous les projets sur lesquels vous êtes impliqué parce qu'il y a de plus en plus de projets dits transversaux. Dans ce cas-là, il y a souvent des problèmes du coup de blocage, les choses n'avancent pas, de directives contradictoires. Votre boss dit c'est ça la priorité, le top management dit c'est ça la priorité et vous êtes perdu parce qu'il y a deux priorités en même temps. Donc, un outil de questionnement extrêmement efficace pour débloquer une situation, c'est le questionnement dit grow. Grow comme grandir en anglais. G-R-O-W. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le G, c'est pour goal. On se réaligne sur l'objectif. Est-ce qu'on est bien d'accord que ce projet, c'est pour améliorer notre service client et essayer de décrocher le service client 2020, meilleure récompense du service client 2020? Oui. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est toujours ce projet-là la priorité? Oui. Ok. Donc on se remet d'accord sur la vision, l'objectif. En général, rien que faire ça, ça suffit. Ensuite, réalité. On va aller creuser la réalité. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Où est-ce que tu en es sur ce point? Quels ont été les blocages que tu as rencontrés, les obstacles, etc. Là, on va vraiment aller creuser ce qu'on appelle la réalité. Ensuite, il y a les options. Quelles options il nous reste pour atteindre notre objectif? Quelles sont les différentes voies possibles? Et du coup, il y a le W, will do, laquelle on prend. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et quand? Suite ce raisonnement, quand on va questionner quelqu'un, ça permet de mieux comprendre sa logique, voir là où il y a un souci, et du coup être plus efficace collectivement. Moi, je l'utilise beaucoup dans gestion de projet transverse. L'autre point important dans les questions, c'est poser des questions ouvertes et pas des questions fermées. Donc, à titre d'exemple, plutôt que de dire est-ce que tu penses que c'est possible de faire ça aujourd'hui? Oui, non. Et en fait, là, on ne sait pas à quel point. Oui ou non, voilà. Il va vous dire oui. Bon, très bien. Et de dire dans quelle mesure c'est possible pour toi de le faire aujourd'hui. C'est différent. Il va dire dans la mesure où je dis priorise ça, il va avoir plus de place pour répondre et du coup vous allez avoir plus d'informations en fait. Vous allez savoir quels sont les dangers pour lui, pourquoi il pourrait ne pas le faire et du coup ça vous donne plus d'éléments. Vous n'arrivez pas le soir en disant tu t'étais engagé, oui mais en fait je t'ai pas dit mais il y avait telle et telle chose aussi qui était dans ma to-do list et que finalement j'ai priorisé. Donc la différence entre une question fermée et une question ouverte qui est fondamentale dans l'organisation collective et qui est aussi pour moi de la gestion émotionnelle parce que c'est de l'expression. Et c'est ne pas stresser. Parce que, là, je parle de questionner quand on rencontre un problème. Donc de ne pas faire preuve de dirigisme, mais plus de faire travailler son empathie et aller comprendre la logique de l'autre. Et donc éviter les questions en pourquoi ceci, pourquoi cela, qui vont faire que l'autre tend à se justifier, et plutôt passer sur des questions comment faire pour, des questions qui commencent par comment. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, il y a Frédéric Fallis qui a déposé un concept qui s'appelle la questiologie et qui permet de se pencher là-dessus. Moi, je sais aussi que quand je prends un brief client, en général, je pose une petite question qui marche bien. J'en pose plusieurs. Mais dans les questions que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé aborder? Ça paraît bizarre, cette question. Et bien, pour toi, et répondre.
Ah oui, là, il y a ça aussi que j'avais pas dit. Voilà, ça vous donne une info en plus qui est importante pour la personne. C'est Mhm. peut-être pas vraiment important pour le projet finalement, peut-être que si, mais en tout cas, lui, ça lui fait penser qu'il y avait ça aussi qu'il voulait dire. De la même manière qu'il y a toujours des objectifs officiels et des objectifs officieux. Il ne faut pas hésiter à poser la question. La plupart vont dire ah ça se fait pas de poser ça. Là on est encore dans de la peur, dans de la projection. Une bonne intelligence émotionnelle, c'est juste de dire je sais que en général il y a des objectifs officiels, mais que vous, étant investi dans ce projet, vous savez mieux que moi qu'il y a aussi des objectifs officieux et que vous avez certainement d'ailleurs, vous, des objectifs personnels à faire ce projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et là, vous apprenez encore de la matière hyper intéressante pour... Et alors, quand tu dis officiel, officieux, c'est par exemple un commercial qui officiellement doit générer 10 000 par exemple, mais qu'officieusement, lui, son objectif, c'est de développer son réseau par exemple. Exactement. Ok. Et du coup, si on veut le séduire, bah, il va falloir présenter une approche qui prend en compte ces deux objectifs. Ouais, ouais. Ok. Donc là, c'est sortir de sa zone de confort, être capable de questionner différemment. Euh, Après ça, il y a encore énormément de choses qu'on pourrait dire sur l'intelligence émotionnelle, qui est quand même un sujet très vaste. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est très transverse. Donc, du coup, on peut appliquer l'intelligence émotionnelle à l'organisation de soi, l'intelligence émotionnelle pour la dimension plus collective, relationnelle. Donc, c'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à dire. Et pour vous donner un peu des coulisses, voilà, Camille, elle fait ce qu'elle dit. Donc, du coup, c'est vrai qu'en amont, elle m'a envoyé un énorme brief avec plein d'idées. Et je vous avoue que là, je résiste à la tentation d'aller creuser toutes les idées. Mais comme on est sur la thématique de l'organisation, la gestion du temps et l'efficacité, je me dois de raccourcir et d'accepter le fait qu'on n'ait pas tout abordé pour cet échange. Même si on a abordé énormément de choses. Mais du coup, pour conclure, je vais mettre en pratique ce que tu m'as proposé. Est-ce ouais. qu'il y a une question que je n'ai pas posée pendant cet entretien Bravo. et que tu aimerais aborder pour qu'on puisse conclure cette interview? Ouais. Deux choses rapides. Donc, la première, c'est que bah, l'intelligence émotionnelle, c'est vaste. J'ai choisi simplement d'appuyer sur deux compétences que sont l'affirmation de soi et la capacité à être en empathie via le questionnement. Ce sont deux choses très précises. Donc, si les gens souhaitent aller plus loin, bah, qu'ils n'hésitent pas. Et surtout, la deuxième chose que j'aimerais dire pour conclure, c'est, et vous qui regardez cette vidéo, mettez-vous une note de 1 à 10 sur votre capacité à vous affirmer, en fonction de ce qu'on vient de dire. Et mettez-vous une note de 1 à 10 sur votre capacité à rentrer en empathie via le questionnement. Maintenant que c'est fait, vous allez vous poser une question simple, c'est qu'est-ce que je peux faire pour augmenter d'un point? Hmm. Vous allez avoir plein d'idées. Ces idées, vous les rangez en vous disant euh, quelle idée je peux mettre en place concrètement, quelle est l'idée qui est la plus facile pour moi à mettre en place, tout simplement. Donc, quelle est l'idée parmi toutes celles que je viens d'avoir, qui est la plus facile pour moi à mettre en place, et quand est-ce que je la mets en place? La plus facile et quand? Et déjà, vous pouvez être sûr que à la fin de cette vidéo, vous êtes un peu plus engagé dans le développement de votre intelligence émotionnelle. Waouh. Merci beaucoup Camille, c'était exceptionnel. Donc d'habitude je fais toujours une synthèse, je vais essayer de la faire, mais quand il y a beaucoup de choses, ça va être un vrai exercice. Du coup, moi ce que je retiens de cette interview, c'est déjà de commencer par la connaissance de soi. Et donc pour ça, il y a l'exercice du best self. Vous allez contacter 10 personnes en leur posant deux questions que vous avez en dessous de la vidéo. Ensuite, il y a la matrice Larochico, hein, pour justement pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on délègue avec un axe plaisir et un axe difficulté, complexité, et du coup de voir quelles sont les tâches qui rentrent dans le cadre d'un apprentissage, c'est-à-dire qui sont des tâches complexes mais plaisantes, ou dans un axe,
on va dire, un groupe plutôt plaisir qui est la dimension, ça prend pas d'énergie, c'est pas complexe, mais j'adore ça. Ou plutôt dans un truc où ça me stimule pas du tout, c'est simple et en plus j'aime pas, bah, du coup c'est des trucs à déléguer. Ou bien la zone un peu plus complexe où on se dit est-ce que je fais quand même parce que c'est complexe mais je n'aime pas, mais ça peut rentrer dans un cadre d'un apprentissage, ou est-ce que je le délègue parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Mm. Et à partir de là, bah, de construire bah, sa connaissance de soi à la fois par rapport à ses forces qu'on aura pu identifier grâce au best self ou par rapport aux tâches que l'on doit réaliser et par rapport à ce qui nous fait vibrer quelque part. Donc ça, c'était pour le premier bloc. Le deuxième bloc sur les outils, moi ce que je retiens, eh bien, ça va être tout ce qui prend moins de 2 minutes, le faire tout de suite. Donc ne pas, donc que ce soit en réunion tout de suite, ah bah tiens oui, je peux envoyer un email tout de suite à un tel, je fais tout de suite. Ça peut être quand je décide de prendre du temps pour ma boîte mail. Donc toi tu le fais 3 fois par jour max. Eh bien c'est de voir quels sont les emails que je peux traiter tout de suite et les autres, bah, peut-être les ranger dans ma to-do ou dans mon agenda pour pouvoir les traiter à un autre moment. Mm. Ça va être également par rapport à oui, au rendez-vous. Mm. Donc de faire attention, et ça c'est un truc que je vais mettre en place, de toujours prendre un temps avant pour se préparer et un temps après pour mettre en place ce qu'on a validé dans la réunion, pour pas procrastiner, pas se retrouver 3 semaines plus tard avoir oublié ce qu'on a voulu faire. Mm. Donc ça c'est un truc que je vais mettre en place aussi de mon côté. Pocket, voilà, l'application Pocket dans Google Chrome qui va être synchronisée avec mon téléphone et sur mon ordinateur pour pouvoir ranger mes trouvailles sur Internet et pas avoir, comme là j'ai en ce moment, une vingtaine, voire une trentaine d'onglets ouverts en stand-by qui peut faire de la distraction et de la charge mentale. Donc, je repars avec ça aussi. Et aussi, du coup, bah, surtout la dimension sur l'intelligence émotionnelle, savoir s'affirmer grâce à la CNV, savoir s'affirmer en faisant du feedback Mm. et savoir aussi interagir avec les autres avec l'empathie, mais l'empathie, on va dire, pragmatique, avec des questions précises. Ne pas poser des questions pourquoi, mais des questions plutôt comment, des questions ouvertes qui ouvrent sur l'action, la construction euh, et, euh, et enfin, donc un devoir à faire à la maison pour tout le monde, enfin devoir, un exercice intéressant pour tout le monde, bah, c'est se poser la question, voilà, sur une note de 1 à 10, à quel point je m'affirme aujourd'hui, comment je peux augmenter cette note de 1 point, Mm. trouver, brainstormer avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre pour avoir des idées pour augmenter cette note de 1 point, choisir l'action la plus simple, la plus facile à mettre en place tout de suite et passer à l'action. Magnifique. Voilà, bah, j'en profite aussi de ces interviews pour entraîner le mind mapping dans ma tête et la mémoire. Donc, du coup, voilà. Et aussi, ah oui, l'exercice Grow que j'aime beaucoup aussi pour faire des feedbacks et remettre à plat la vision pour s'aligner. Donc, moi, j'aime bien ça aussi. C'est un outil de questionnement. Ok, top. C'est pas pour faire du feedback. Super, bah merci beaucoup Camille. Donc voilà, pour en savoir plus sur elle, bah, c'est les Léonards. Donc vous pouvez faire des recherches sur cette agence-là ou me contacter si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Et sinon, bah, merci beaucoup et bah, à la prochaine. Et de rien, c'était un plaisir. À la prochaine. Merci.